Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine à la loupe, une actualité a retenu notre attention, l'élection décisive en Géorgie. En janvier dernier, vous vous souvenez peut-être qu'on s'était intéressé à la super année électorale qui s'annonçait en 2024. 72 pays, 3,7 milliards de votants appelés aux urnes, avec souvent des défis pour la démocratie. Parmi les plus connus, les élections européennes, la présidentielle américaine, mais aussi d'importants votes en Inde, à Taïwan ou encore au Mexique. Ces derniers jours, l'Europe a regardé de très près le référendum qui avait lieu en Moldavie, où le oui à l'adhésion à l'UE l'a emporté d'une courte tête. Et désormais, ce sont les Géorgiens qui doivent voter. Le Parlement va être renouvelé pour 4 ans, et dans cette ancienne république soviétique, c'est un scrutin décisif qui se joue. À l'Express, nous avons quelqu'un qui connaît très bien la région, c'est Emma Collet, notre correspondante en Asie centrale et dans le Caucase. Bonjour Emma. Bonjour. Emma, pourquoi ce scrutin en Géorgie, il est aussi important ? Il est important parce qu'il va déterminer en quelque sorte le chemin que va emprunter le pays pour les prochaines années. La Géorgie, c'est une ancienne république soviétique qui a obtenu son indépendance en 1991, mais qui est désormais gouvernée depuis un peu plus d'une décennie par un pouvoir qui a viré pro-russe. Et dans cette élection, on va alors se poser, en tout cas pour les électeurs, de s'il faut rester dans le giron de la Russie ou plutôt se rapprocher de l'Union européenne. Et la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, qui est plutôt pro-européenne, l'a dit elle-même, c'est un référendum sur l'avenir de la Géorgie. Parce que la proximité avec la Russie de Poutine est toujours très forte. Oui, le parti Le Rêve géorgien, qui est au pouvoir depuis 2012, a en fait entamé un virage pro-russe depuis à peu près 2021. Pour rappel, la Géorgie est dans une situation un peu particulière où l'armée russe occupe 20% du territoire depuis la guerre d'Ossétie de 2008. Et cette occupation russe, elle n'a jamais vraiment été remise en cause depuis que le Rêve géorgien est au pouvoir. Au contraire, le parti fait même plutôt campagne actuellement sur l'idée qu'il ne faut pas vexer la Russie sous prétexte que la Géorgie subirait ou pourrait subir le même sort que l'Ukraine. Donc dans cette volonté de satisfaire entre guillemets les priorités de Moscou, l'exécutif géorgien n'a pas soutenu l'Ukraine depuis l'invasion russe à grande échelle en 2022 et a même fait de la Géorgie un pays qui aide plutôt Moscou à contourner les sanctions occidentales. Donc ce tournant russe du Rêve géorgien, il se matérialise aussi par des lois qui sont promulguées ces derniers temps, comme dernièrement au printemps l'adoption d'une loi sur l'influence étrangère, un texte qui est plutôt calqué sur une loi russe de 2012. Et en gros, ce texte oblige toute ONG ou organisation médiatique recevant des financements de l'étranger à hauteur de 20% à s'enregistrer en tant que, entre guillemets, organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Donc en gros, ça vise surtout à réduire au silence la société civile et les médias indépendants. Oui, je me souviens que cette loi avait provoqué d'importantes manifestations dans tout le pays. Dimanche soir, 20 000 Géorgiens manifestaient devant le Parlement du pays, où se tient l'examen aujourd'hui d'un projet de loi sur l'influence étrangère, déjà présenté il y a 1 an et retiré déjà à cause de la pression populaire. Et il y a d'autres exemples qui montrent une véritable dérive autoritaire du pouvoir en Géorgie, similaire à certains égards à ce qu'on voit en Russie, et qui fait craindre à au moins une partie de l'opposition que le Rêve géorgien pourrait ne pas reconnaître le résultat des élections législatives en cas de défaite. Il y a aussi un véritable tournant assez réactionnaire du pouvoir en Géorgie. On peut par exemple évoquer la répression contre les personnes LGBT. Au mois de septembre, il y a une loi en Géorgie qui a été adoptée qui interdisait la soi-disant propagande LGBT au nom du maintien des valeurs traditionnelles en Géorgie. Le Rêve géorgien veut également donner le statut de religion d'État à l'Église orthodoxe chrétienne. Donc ça va vraiment dans un sens assez réactionnaire. Le Rêve géorgien aussi ne se cache pas de vouloir interdire le principal parti d'opposition, qui est le Mouvement national uni, plutôt progressiste et pro-européen. Et donc voilà, il y a beaucoup de signes qui montrent que le pouvoir est en train de devenir de plus en plus autoritaire et réactionnaire, et c'est une idéologie qui est clairement dictée dans l'ombre par un certain Bidzina Ivanishvili. Qui est-ce ? C'est le fondateur du Rêve géorgien, un oligarque qui a fait fortune en Russie dans les années 1990 dans le secteur bancaire et dont la fortune est aujourd'hui évaluée par Forbes à 5 milliards de dollars, donc soit près d'un quart du PIB de la Géorgie. Et Bidzina Ivanishvili, après avoir créé le Rêve géorgien, remporte les élections de 2012, s'installe au poste de Premier ministre pendant 1 an, puis quitte le pouvoir officiellement.
Mais en réalité, il n'a jamais vraiment cessé de tirer les ficelles de la politique géorgienne grâce à ces milliards. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a placé ses hommes fidèles au poste clé de l'État. Par exemple, son ancien agent de sécurité est l'actuel ministre de l'Intérieur. La dentiste de sa femme a été ministre de la Santé. Et l'ancien Premier ministre, Irakli Gherabichvili, était son secrétaire et l'agent de son fils rappeur. Le poids de Rêve géorgien d'un côté, de l'autre, est-ce que l'opposition parvient à s'imposer ? L'opposition, de son côté, elle espère galvaniser les électeurs en dénonçant la ligne pro-russe et anti-européenne qu'adopte le gouvernement actuel. Parce qu'on le rappelle, en Géorgie, il y a plus de 80% de la population qui est pour l'intégration à l'Union européenne. Et donc, une coalition de plusieurs partis s'est organisée et fait campagne sur cet attachement fort à l'Europe. Mais cette opposition, il faut dire qu'elle est un peu fouillie, il n'y a pas vraiment de figure centrale, tutélaire qui fédère unanimement autour d'elle, même si beaucoup se réclament de l'héritage de l'ancien président Mikhail Saakashvili, qui avait fortement contribué à moderniser et démocratiser la Géorgie quand il était arrivé au pouvoir en 2004. Mais aujourd'hui, la voix de Mikhail Saakashvili, elle est assez réduite parce qu'il est en prison depuis 2021 sur des accusations essentiellement politiques du pouvoir en place. Après, la coalition des partis d'opposition, elle est également soutenue par la présidente de la Géorgie, Saome Zourabichvili, qui a elle-même d'ailleurs pris l'initiative de rassembler les partis d'opposition autour d'un destin européen. Mais malgré son poste de présidente, elle a en réalité peu de pouvoir. Après, il faut dire que le Rêve géorgien dispose de toutes les ressources administratives de l'État pour faire campagne et pour imprimer son message et sa propagande auprès de la population. Et cette propagande fonctionne assez bien, même si, selon les sondages, le scrutin ça a l'air assez serré, d'autant plus qu'en politique géorgienne, les élections se jouent souvent à très peu de voix. Donc ce scrutin sera observé de près. Observé de près également par l'Europe, j'imagine. Oui, parce que la Géorgie, c'est un véritable défi pour l'Europe qui cherche à sortir ce pays du giron russe. Mais sans l'engagement de l'électorat pro-européen, il sera difficile d'intégrer la Géorgie à l'Union européenne si elle ne respecte pas les valeurs démocratiques propres à l'UE. Car en 2023, après l'invasion russe de l'Ukraine, Bruxelles a tout fait pour accorder à Tbilissi le statut de candidat officiel à l'Union européenne. Mais ce processus a dû être suspendu avec la promulgation de la loi sur les agents de l'étranger. Donc ce vote en Géorgie sera un véritable test pour l'Europe. Et on va donc surveiller les résultats de ces élections. Merci beaucoup Emma pour tes explications. À bientôt. Emma Collet, correspondante de l'Express en Asie centrale et dans le Caucase. Tous les articles de nos journalistes sont à lire sur l'express.fr. L'abonnement numérique est en ce moment au prix d'€1 le premier mois. Si les épisodes de La Loupe vous plaisent, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple, et vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse laloupe@l'express.fr. Je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve lundi pour une nouvelle série de podcasts.